Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Étendu sur le dos, l'homme regarde la fumée qui s'élève vers le haut du tipi. Dans le bivouac, les crépitements du feu et la respiration régulière des 5 autres occupants, qui dorment à point fermé, brisent la monotonie du silence. L'insomniaque a soudain l'impression qu'un rideau tombe devant ses yeux. Un voile brouille sa vue, et cela n'a rien à voir avec la fumée. C'est l'autre. Il le sait. Il le sent. L'entité le pénètre et l'habite tout entier. Elle le domine. Elle lui parle. Elle lui murmure des choses horribles, inimaginables. Elle le met en garde. Ces gens qui dorment à 1 mètre de lui ne sont pas ses alliés. Au contraire, à la moindre occasion, ils se retourneront contre lui. Ils l'abandonneront. Comment, seul, pourrait-il survivre à cet hiver qui n'en finit plus? Il est encore temps, mais tu dois agir vite. À l'aube, il sera trop tard. Tu l'es. Répète la voix. Kakasikuchin sait que son salut dépend de cette voix. Tout doucement, il se glisse hors de sa couche. Il se redresse. C'est un colosse. De la main droite, il prend sa carabine qui repose contre le montant central. De la gauche, il saisit sa hache. Dans les ténèbres de ce cauchemar, c'est plutôt un tomahawk. Kakasikuchin est sur le sentier de la guerre. Son regard se porte sur sa femme et ses 4 enfants. Ils dorment toujours du sommeil du juste, celui de l'innocence. Pendant de longues secondes, il détaille ses visages familiers. Éclairés par les braises de ce feu qui se meurt, ils prennent des reflets rougeâtres, comme s'ils étaient couverts de sang. Dans la solitude de la forêt, une détonation retentit, suivie de quelques cris. Puis le silence s'installe à nouveau. Cette nuit, le Wendigo s'est invité au grand banquet. Nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle. À cette époque, l'Alberta ne fait pas encore partie de la Confédération canadienne. Ces territoires, occupés principalement par les Premières Nations Tsuut'ina, Niitsitapi, Cris, Chipewyan, Denata et Nakotas, ne rejoindront l'Union qu'en 1903. Ils font partie des territoires du Nord-Ouest, des contrées sauvages aux frontières floues, dominées à l'ouest par les contreforts des montagnes rocheuses. Des villages de colons commencent à apparaître dans la foulée de l'expansion commerciale de la Compagnie de la baie d'Hudson. Le pivot central de l'administration judiciaire de ce qui deviendra l'Alberta se trouve à ce moment-là à Fort Saskatchewan, au nord-est de Fort Edmonton, la future ville d'Edmonton. En mars 1879, Swift Runner, un autochtone Cri, de son nom amérindien Kakasikuchin, revient à Saint-Albert, une mission catholique romaine franco-canadienne, sous l'administration des Pères Oblats. L'homme est bien connu des villageois. Au fil des ans, il a noué de nombreux contacts avec les communautés blanches établies à Fort Saskatchewan, ainsi que dans les villages de Morinville et de Saint-Albert. Depuis quelques années, son mode de vie est le même. En mars, il part avec sa femme et leurs 6 enfants s'installer dans une cabane près de Saint-Albert. Il vit de la chasse et de la pêche. À l'occasion, il fait de petits boulots pour la communauté,
Quand arrivent les premiers froids de l'automne, en novembre, il repart avec sa famille et monte vers le nord, où il s'est aménagé un camp d'hiver. Il s'agit en fait d'un grand tipi fait de peau de bison. Il y passe toute la saison froide à chasser du gros gibier, principalement des ours et des orignaux. Son retour à Saint Albert ne fait pas que des heureux. Ses problèmes d'alcool sont notoires et son tempérament explosif et bagarreur lui a valu de nombreux déboires. Il a d'ailleurs été banni de son propre village et la Northwest Mounted Police, la NWMP, qui l'engageait autrefois comme guide, a dû renoncer à ses services. Il faut dire que Swift Runner est un solide gaillard de 40 ans. Il est né en 1839. Il fait 1,95 m pour 91 kg de muscles. Un véritable géant. Mieux vaut éviter de le mettre en colère. Lorsqu'il débarque à Saint Albert au début du printemps, plusieurs s'étonnent de le voir seul. Généralement, lorsqu'il rentre d'un séjour dans les bois, il est accompagné d'un de ses fils ou de son épouse Charlotte, son nom autochtone traduit en français est Soleil de la montagne, qui l'aide à vendre les peaux du gibier abattu durant l'hiver. Pas ce printemps. En fait, Swift Runner revient les mains vides, sans peau, ni femme, ni enfant. Lorsqu'on le questionne sur ses absences, il évite le sujet. Puis, devant l'insistance des pères Oblats, il raconte que l'hiver a été rude et le gibier rare. Il dit que pendant un temps, lui et sa famille auraient vécu en mangeant de petits animaux, comme des écureuils ou des lièvres. Puis, il aurait coupé les peaux de bison formant le tipi, qu'il aurait fait bouillir pour en manger le cuir. Sa mère et son frère auraient alors quitté le camp pour aller tenter leur chance plus au nord. Il ne les a pas revus. Quant à sa femme et à ses enfants, ils sont morts les uns après les autres. Les enfants seraient morts de faim et sa femme se serait suicidée en se tirant une balle dans la tête. Son histoire en laisse plus d'un perplexe. Qui plus est, Swift Runner semble plutôt en santé pour un homme ayant survécu à la famine. Les semaines passent et l'Autochtone erre aux alentours de Saint Albert. Le jour, il s'offre pour faire de petits boulots. La nuit, il se réveille en sueur, criant et marmonnant des mots inintelligibles. Au père Oblat, qui lui offre le gîte en échange de menus travaux, il refuse d'en dire davantage. Les religieux commencent à éprouver un curieux malaise vis-à-vis de Swift Runner, même si rien dans ses comportements ne justifie cette méfiance. Il est aimable et les enfants l'adorent. Chaque jour, les jeunes orphelins de la communauté, pour la plupart des cris, dont les parents sont décédés lors d'une épidémie de variole, se réunissent autour de lui pour l'entendre raconter ses exploits de chasseur. Au même moment, d'autres autochtones passent par Saint Albert. Tous racontent que la chasse a été bonne et le gibier abondant. Une description qui détonne par rapport au récit de Swift Runner. En mai 1879, des enfants de l'école confient à un des pères Oblats, le père Kimus, qu'il prépare une randonnée dans les bois avec Swift Runner. Kakasikuchin a promis de leur montrer à chasser, à traquer le gibier et à faire des pièges. L'ecclésiastique ignore pourquoi, mais il n'est pas à l'aise avec ce projet. Il demande aux enfants de reporter leur randonnée jusqu'au retour du père Leduc, le père supérieur du village, alors en voyage en France. Dans les jours qui suivent, le père Kimus, guidé par son instinct, se rend à Fort Saskatchewan, un peu au nord-est, sur la rivière North Saskatchewan, où se trouve un poste de la Northwest Mounted Police,
l'ancêtre de la Gendarmerie royale du Canada, créée en 1873. Au policier de service, le père Kimus fait part de ses soupçons à propos de Swift Runner. Il y a quelque chose d'étrange dans son histoire. Les agents lui confient qu'il n'est pas le seul à entretenir des sentiments partagés en ce qui touche le chasseur. D'autres autochtones, de passage à Fort Saskatchewan, leur ont aussi parlé de Swift Runner. Ils le soupçonnent d'avoir commis des actes épouvantables dans les bois. L'inspecteur William Drummond Jervis décide d'ouvrir une enquête. Il dépêche à Fort Saskatchewan le sergent Richard Steele, qui interroge l'Autochtone. Swift Runner n'a rien de plus à dire. Il répète que sa famille est morte de faim. Son récit ne convainc personne. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 27 mai 1879, le chasseur Cree est arrêté et ramené à Fort Saskatchewan. On prend la décision de former un groupe de recherche qui retournera sur les lieux du drame. Il se compose du sous-inspecteur Sévère Gagnon, du docteur George Hirschmer, de quelques agents de la NWMP et d'un interprète local, le métis George Washington Brazo. Le groupe sera guidé par Swift Runner, pieds et poings liés. Sur la route menant à son camp d'hiver, l'Autochtone se montre de plus en plus agité. À 2 reprises, il tente de fuir, mais entravé par ses fers, il est vite rattrapé, puis gardé sous une surveillance constante. Il entraîne le groupe sur de fausses pistes et tourne en rond. Pour l'inciter à collaborer, le sous-inspecteur Gagnon accepte de lui donner une infusion faite de thé et de tabac, une sorte de sérum de vérité que les Autochtones appellent Mashkiki-Washpoy, littéralement thé médicinal. Enfin, à quelques 130 km au nord de Fort Saskatchewan, sur une petite île au milieu d'un lac, le groupe arrive au camp. Il ne reste que quelques pieux de bois pour témoigner de la présence du bivouac. En cette fin de printemps, la nature a déjà commencé à reprendre ses droits. Au loin, les dernières lueurs du jour commencent à disparaître derrière les montagnes. Il est trop tard pour faire des recherches. Grisé par son thé médicinal, Swift Runner laisse tomber les mots suivants. Demain, je vous montrerai. À l'aube, les hommes commencent à débroussailler les lieux. Contrairement à ce qu'a raconté Swift Runner, le campement n'a pas brûlé, et les pots qui recouvraient le tipi n'ont pas non plus été découpés pour être mangés. Autour du camp, des pièges sont encore suspendus aux branches. En écartant les buissons, les volontaires trouvent des ossements humains, des crânes, certains encore recouverts de chair et de cheveux, des fémurs et de nombreuses côtes et vertèbres. Les crânes ont été ouverts, sans doute avec un tomahawk, visiblement pour en extraire la matière cérébrale. Les os sont éparpillés autour du campement. Swift Runner accuse les animaux charognards de les avoir dispersés. Il soutient qu'en raison du sol gelé, il n'a pas pu enterrer les corps. Les ours ont fait le reste, dit-il. En y regardant de plus près toutefois, les policiers ne trouvent aucune marque de prédation. Pire, l'un des crânes, celui d'un enfant, a encore dans une orbite une chaussette tissée, à moitié achevée. Aucun ours n'aurait pu faire cela. Puis, au milieu de ces restes, l'agent Gagnon trouve un chaudron. Ses parois sont couvertes d'une substance visqueuse et jaunâtre. Pour le docteur Hirschmer, le légiste du groupe, il n'y a aucun doute
qu'il s'agit de graisses humaines. Plusieurs des hommes sont pris de nausées en apprenant la nouvelle. Les preuves sont sans équivoque et le scénario est inimaginable. Le camp de Swift Runner a été le théâtre d'actes de cannibalisme, le dernier des tabous. Sur les indications de l'Autochtone, Sévère Gagnon et ses hommes trouvent, 3 kilomètres plus loin, une fosse peu profonde où reposent les restes d'un enfant d'une dizaine d'années, l'un des fils de l'ogre. De retour à Fort Saskatchewan, Swift Runner ne peut plus reculer. Son histoire est terrifiante. Comme il le maintient depuis le début, les conditions étaient très difficiles et le gibier était quasi inexistant. Mais ce n'est pas la faim qui a tué sa famille. Quelque part, en février 1879, il a été possédé par le Wendigo, un esprit malfaisant et friand de chair humaine. Dans un état second, il a tué toute sa famille pour se repaître des corps. Il a même forcé l'un de ses fils à manger la chair de sa mère et de ses sœurs, puis l'a à son tour assassiné. Le pauvre garçon a fini dans l'estomac de l'ogre. On conduit Swift Runner dans une pièce où les restes macabres ont été placés sur une table et on lui demande d'identifier les victimes. Sans hésiter, il place son doigt dans l'orbite vide d'un crâne et, sourire aux lèvres, dit simplement « Celui-là est celui de ma femme. » Pour les 5 plus petits crânes, il confirme que ce sont ceux de 5 de ses enfants, 2 garçons et 3 filles, dont l'une âgée de quelques mois à peine. En ce qui a trait aux 2 autres crânes adultes, il dit ne pas connaître leur provenance. Il refuse d'admettre qu'il s'agit de ceux de son frère et de sa mère. Il maintient que ses parents ont quitté le camp en début d'année et qu'il ne les a pas revus. « Mais si ce ne sont pas ceux de ta mère et de ton frère, qui sont-ils » demande Sévère Gagnon. Swift Runner répète qu'il n'en a pas la moindre idée, qu'il n'a rien à voir avec la mort de ces inconnus. Au cours d'un autre interrogatoire, il admettra que ces 2 victimes étaient son frère et sa mère, précisant sur un ton enjoué que les chairs de sa mère étaient plus coriaces. Enfant, Swift Runner a été bercé par les légendes du Wendigo, un être fantastique guettant les chasseurs solitaires pour s'emparer de leur âme. Sous l'emprise de cet esprit malfaisant, des gens auraient été poussés à commettre des actes de cannibalisme. 2 histoires l'ont fortement impressionné. L'une était à propos d'un ermite possédé par l'esprit d'un Wendigo. Ce malheureux avait raconté à 2 jeunes garçons qu'il était à la recherche de leur père pour le tuer et le dévorer. Paniqués, les gamins s'étaient empressés d'aller en informer leur mère. Malheureusement, le temps de retrouver leur paternel, il était trop tard. Sa route avait croisé celle du Wendigo qui l'avait mangé. Les villageois avaient alors placé des pièges et capturé l'homme possédé. Ils l'avaient coupé en morceaux à coups de hache et avaient brûlé ses restes. L'autre histoire était celle d'une femme qui, possédée par le Wendigo, avait dévoré son mari et ses enfants. Dénoncée par sa sœur cadette, au courant de ces terribles actions, la possédée avait été capturée par des villageois en colère. On avait retrouvé dans son tipi une collection de mains, preuve de ses actes de cannibalisme. Pour chasser cet esprit malfaisant, le chaman l'avait forcé à boire de la graisse d'ours, un remède reconnu pour chasser les Wendigo. Prise de vomissement, la femme aurait finalement recraché un morceau de glace, le cœur du Wendigo. En retrouvant ses esprits et en réalisant l'horreur de ses actions, la femme avait demandé à être tuée. Son corps avait été réduit en cendres
seul moyen connu pour détruire définitivement un Wendigo. À quel moment cet esprit malfaisant a-t-il pris possession de l'âme de Swift Runner? Sans doute des mois avant le massacre de sa famille. Au début de 1878, il avait commencé à faire des rêves étranges et à entendre des voix. Étaient-ce les premiers signes de sa possession, de sa démence? D'instinct, il était conscient qu'avec une carabine ou un couteau entre les mains, il pourrait vite se transformer en monstre. À ces sentiments s'ajoutaient des pulsions macabres, des fantasmes de cannibalisme, des hallucinations, des délires et un état dépressif. Des symptômes reconnus de la présence de l'esprit du Wendigo. Swift Runner raconte ses crimes sans manifester le moindre remords. Il n'a aucune excuse. Il se contente d'atténuer la portée de ses actes en soulignant qu'il n'a tué que ses enfants, qu'en dehors de sa famille, il n'a fait de mal à personne. L'inspecteur Jarvis ne voit pas les choses du même œil. Kakasikuchin, alias Swift Runner, est formellement accusé de meurtre et d'actes contre nature. La nouvelle de son arrestation et de sa confession se répand dans tout le pays. Peu de mots soulèvent autant de dégoût et de fascination que cannibalisme. Dans le cas de Kakasikuchin, l'horreur transcende le dégoût. L'Autochtone ne s'est pas uniquement livré à des actes d'anthropophagie, il a dévoré ses propres enfants. Swift Runner est un monstre de la pire espèce. Dans ce tumulte, on apprend que l'ogre n'en était peut-être pas à son premier épisode de cannibalisme. Selon la rumeur, quelques années plus tôt, au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, Swift Runner serait parti chasser avec un jeune cri du village. Les choses auraient mal tourné. En l'absence de gibier, les chasseurs auraient vite épuisé leurs réserves. Le jeune cri serait bientôt mort de faim et, pour éviter de connaître le même sort, Swift Runner n'aurait eu d'autre choix que de se nourrir de sa chair. Cet acte de cannibalisme, même pour des raisons de survie, aurait rendu l'âme de Kakasikuchin plus vulnérable aux attaques du Wendigo. Le procès de Swift Runner s'ouvre dans l'enceinte de Fort Saskatchewan en août 1879. C'est le premier procès des territoires du Nord-Ouest susceptible d'entraîner la peine capitale. Le jury est composé de 6 hommes, tous blancs, dont 4 parlent couramment le cri. Pour les autres, George Washington Brazo, celui-là même qui a accompagné les hommes de Sévère-Gagnon jusqu'au camp d'hiver de Swift Runner, se charge d'offrir une traduction sommaire. À l'issue des auditions, qui s'étirent sur 2 jours, il faut moins de 20 minutes aux membres du jury pour prononcer un verdict de culpabilité. Le juge, l'honorable lieutenant-colonel Hugh Richardson, qui, 6 ans plus tard, enverra à la potence le révolutionnaire Louis Riel, condamne Swift Runner à la peine capitale. Personne n'évoque de circonstances atténuantes, de troubles psychotiques ou de maladies mentales. Autre temps, autre mœurs. À l'énoncé de la sentence, l'Autochtone demande à être fusillé, considérant que la corde n'est pas assez noble. Toutefois, ce n'est pas la façon de faire au Canada. Comme le veut la loi, le verdict est soumis au ministre de la Justice qui autorise l'exécution. La date est fixée au 20 décembre 1879. Swift Runner est dans l'antichambre de la mort. À la fin du mois de novembre, le père Hippolyte Leduc, l'éminence grise de Saint-Albert, rentre de son voyage en France.
Après avoir appris les terribles événements reprochés à Swift Runner, un homme qu'il connaît bien, Loblaw se rend à Fort Saskatchewan. Il veut comprendre. Comment l'accusé a-t-il pu en arriver à une telle déchéance? En attendant son exécution, Swift Runner est enfermé dans l'unique cellule de la prison de Fort Saskatchewan, une cage de quelques mètres carrés occupée par 5 détenus. La pièce est insalubre et empeste la sueur, l'urine et le vomi. C'est là que le père Leduc retrouve celui que tous surnomment le cannibale. Le condamné accepte son sort. Il accepte aussi de se convertir. Par le pouvoir de la confession, lui assure l'ecclésiastique, il pourra bénéficier de la miséricorde divine et échapper aux tourments de l'enfer. Assis sur la couche de Swift Runner, le missionnaire insiste. « Il y a tant de rumeurs. Que s'est-il vraiment passé ?» demande-t-il. « Confesse-toi, mon fils. » Kakasikuchin offre un récit à glacer le sang. C'était en novembre 1878. Nous avions installé notre campement dans les bois. Au début de l'hiver, nous n'avons pas trop souffert. Le gibier était abondant. J'ai tué beaucoup d'orignaux et 5 ou 6 ours, mais vers la mi-février, je suis tombé malade. Pour ajouter à notre malheur, ceux qui m'accompagnaient ne trouvaient pas non plus de bêtes à chasser. Nous avons bientôt dû tuer nos chiens pour nous nourrir de leur chair. Cela a duré un temps. Puis, ayant un peu récupéré de mes faiblesses, je me suis rendu à un poste de la compagnie de la baie d'Hudson sur la rivière Arthabasca. J'ai pu obtenir de l'officier responsable quelques provisions que j'ai rapportées au camp. Ce soulagement a été bref. Nous, c'est-à-dire ma mère, ma femme, nos 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, ainsi que mon frère et moi, avons commencé à sentir de nouveau les affres de la faim. Mon frère et ma mère sont partis pour trouver du gibier. Je suis resté seul avec ma famille. La faim est devenue de plus en plus préoccupante. Pendant des jours, nous n'avons rien mangé. C'est là que j'ai demandé à ma femme de partir avec les enfants. Je lui ai dit qu'en suivant les traces laissées dans la neige par mon frère et ma mère, elle pourrait sans doute les rejoindre. Avec un peu de chance, depuis leur départ, ils auraient peut-être tué un orignal ou un ours. Pour ma part, quoique faible, j'espérais qu'en restant seul, je pourrais subvenir à mes besoins. Toute ma famille m'a donc quitté, à l'exception de mon garçon de 10 ans. Je suis resté plusieurs jours avec mon fils sans trouver de quoi manger. Puis, un matin, je me suis levé tôt. C'est à ce moment-là qu'une idée épouvantable m'a traversé l'esprit. Mon garçon était là, allongé près du feu, profondément endormi. Poussé par les mauvais esprits, j'ai pris mon fusil et je lui ai tiré dessus. La balle est entrée dans le haut de son crâne. Il respirait toujours. J'ai commencé à pleurer, mais c'était inutile. J'ai pris mon couteau et le lui ai enfoncé 2 fois dans le côté. Il respirait encore. J'ai ramassé un bâton et je l'ai tué. J'ai alors satisfait ma faim en mangeant une partie de ses chairs. J'ai vécu pendant quelques jours en extrayant la moelle de ses os. Après, pendant quelques jours, j'ai erré dans les bois. Malheureusement, par pure coïncidence, j'ai rencontré ma femme et mes enfants qui revenaient vers notre campement. Je leur ai dit que mon fils était mort de faim, mais j'ai compris qu'ils avaient des doutes, qu'ils soupçonnaient l'effrayante réalité. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient vu ni ma mère ni mon frère, qui, selon eux, étaient probablement morts de faim. Sinon, nous aurions sûrement entendu parler d'eux. 6 mois se sont écoulés depuis ces événements et nous ne les avons toujours pas revus. 3 jours après que j'ai rejoint ma famille, l'aîné de mes garçons est mort. Avec une hache, nous avons creusé une tombe et l'avons enterré. Toujours rongés par la faim, nous avons été réduits à faire bouillir quelques morceaux de notre tente en cuir, nos chaussures et nos robes de buffle pour nous maintenir en vie. J'ai bientôt compris que ma famille voulait me quitter, de peur de connaître le même sort que mon garçon. Un matin, je me suis levé tôt. Je ne sais pas pourquoi, j'étais comme fou.
J'avais l'impression que tous les démons avaient envahi mon cœur. Ma femme et mes enfants étaient endormis autour de moi. Poussé par l'esprit maléfique, j'ai pris mon fusil, j'ai placé le canon contre mon épouse et j'ai tiré. Puis, rapidement, j'ai saisi ma hachette et j'ai massacré mes 3 petites filles. Il ne restait plus que mon fils de 7 ans. Je l'ai réveillé et lui ai demandé de faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau. Le pauvre enfant était tellement affaibli par son long jeûne qu'il ne faisait aucun cas de l'effroyable spectacle qui était devant ses yeux. J'ai pris les corps de mes filles et je les ai découpés. J'ai fait de même avec le cadavre de ma femme. J'ai brisé les crânes et en ai extrait les cerveaux. J'ai rompu les os pour obtenir la moelle. Mon fils et moi avons vécu 7 ou 8 jours sur ses restes, moi mangeant la chair de mes enfants, lui la chair de sa mère et de ses sœurs. Enfin, je lui ai laissé tous les ossements et j'ai commencé à dévorer le dernier enfant de la famille. À ce moment-là, la neige avait commencé à fondre. Le printemps était arrivé. Les canards volaient tous les jours autour de nous. Je pouvais enfin trouver de quoi vivre. J'étais toutefois craintif à l'idée de rencontrer d'autres personnes. J'ai expliqué à mon fils que nous allions bientôt croiser des gens et que ces inconnus comprendraient vite que j'étais un assassin. Et ils voudraient alors me tuer pour ce que j'avais fait. Quant à toi, lui ai-je dit, tu n'as rien à craindre. Tu peux leur dire tout ce que tu sais et ils ne te feront aucun mal. Puis, un jour où j'avais tué beaucoup de canards, j'ai demandé à mon fils d'aller ramasser quelque chose qui traînait à 5 ou 6 pas. Nous étions près d'Egg Lake, où j'ai de la famille. Mon fils s'est levé et s'est éloigné. C'est là que l'esprit maléfique a repris possession de mon âme. Je voulais encore vivre loin des gens et il me fallait faire disparaître le seul témoin de mes crimes. J'ai saisi mon arme et j'ai tué le dernier de mes enfants. Je l'ai mangé comme je l'avais fait pour les autres. Quelques semaines après avoir été emmené par la police, j'ai été condamné à mort. Dans 3 jours, je vais être pendu. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 20 décembre 1879, il fait un froid sibérien, moins 40 degrés centigrades, à Fort Saskatchewan. L'Union Jack a été mise en berne, remplacé par un simple drapeau noir. Depuis l'aube, le père-le-duc essaie de réconforter le condamné. Mais que peut-on dire en pareille circonstance? Swift Runner peine à dissimuler son trouble. À l'extérieur, un échafaud a été dressé durant la nuit en vue de l'exécution, qui a été fixée à 7h30. C'est la première du genre dans les territoires du Nord-Ouest. Vers 7h, un geôlier entre et demande à Swift Runner de revêtir les vêtements appropriés, un uniforme bleu foncé et une couverture sur les épaules. Après quelques retards, Swift Runner est finalement amené à l'extérieur. Une 60aine de curieux, dont la moitié sont des autochtones de la Première Nation des Pieds-Noirs, se sont réunis sur les lieux de l'exécution. Des feux ont été allumés ici et là pour donner un minimum de chaleur. Swift Runner est conduit au pied de la potence. Pendant un moment, il badine avec ses gardiens. « Je pourrais me tuer moi-même avec un tomahawk pour épargner du travail au bourreau, » commande-t-il. C'est dans cette ambiance surréaliste qu'il monte enfin sur l'échafaud, précédé du père-le-duc. Sont également présents sur l'estrade le bourreau, un militaire de la garnison, un certain Rogers, l'inspecteur William Jarvis, le surintendant de Fort Saskatchewan, et Edward Richard, premier shérif des territoires du Nord-Ouest, venu spécialement de Battleford pour s'assurer de l'application de la peine capitale. Pendant que les autochtones invités entament une danse de la mort,
Le shérif Richard rappelle à Swift Runner les raisons de sa condamnation. Sur le coup de 10 heures, le bourreau passe la corde autour du cou de l'assassin qui, une seconde plus tard, sent le sol se dérober sous ses pieds. La chute de près de 2 mètres lui brise le cou. Kakasikuchin, dit Swift Runner, n'est plus qu'un pantin désarticulé qui se balance au bout d'une corde. Pour s'assurer de la mort du condamné, on laisse le corps ainsi pendant 1 heure. Puis, le médecin du fort confirme le décès. Swift Runner, le cannibale, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Si une affaire comme celle de Swift Runner se reproduisait aujourd'hui, et ce n'est pas un souhait, les choses seraient sans doute différentes. À l'époque, les préjugés envers les Autochtones, qualifiés avec mépris de « sauvages », étaient bien ancrés, et les préoccupations psychologiques quasi inexistantes. La justice était manichéenne, coupable ou non coupable, point barre. Aujourd'hui, du moins en Occident, la justice se décline en fonction des intentions et de la responsabilité du contrevenant. Aux yeux des psychologues et des anthropologues, Swift Runner serait sans doute un cas école pour ce qu'ils appellent la psychose du Wendigo. Ce curieux délire fait partie d'un trouble plus largement qualifié de syndrome de lien culturel, le Culture Bound Syndrome. L'Association américaine de psychologie décrit cette pathologie comme un ensemble de comportements psychiques ou somatiques, plus ou moins aberrants, liés à des groupes ou à des ethnies, en fonction de leur culture et de leurs croyances. Au cours de réunions religieuses, par exemple, des communautés entières vont entrer dans des états extatiques à l'énoncé de certaines paroles ou à la vue de rituels parce que leurs croyances les ont conditionnés à agir de la sorte. Ce lien culturel devient le dénominateur commun de ces comportements, qu'il s'agisse d'un petit groupe sectaire ou de toute une communauté ethnique. À partir de ce constat, les sociologues peuvent décliner ces conditions en fonction de spécificités culturelles. Prenons par exemple les stigmates du Christ. Dans la tradition chrétienne, des gens très vertueux auraient été marqués de plaies rappelant celles du Christ en croix. Blessures dans les mains et aux pieds, occasionnées par les clous, aux flancs, marque de la lance du légionnaire romain, et à la tête, par la couronne d'épines. Dans bien des cas, ces stigmates se sont révélés n'être que des blessures auto-infligées par des fanatiques religieux. Dans d'autres cas, toutefois, plus rares, ces marques semblaient bel et bien exogènes et spontanées. Si, pour les fidèles, elles témoignent d'une intervention divine, les psychologues rappellent qu'il n'existe aucun cas de stigmate hors du monde chrétien. L'hypothèse psychologique suggère plutôt une somatisation conséquente d'une certaine culture religieuse. Il en va de même pour rester dans l'univers du christianisme occidental avec le phénomène des possessions diaboliques. Là encore, une fois écartés les fraudes et les troubles psychiatriques, comme la schizophrénie, de nombreux cas cliniques témoignent d'hommes et de femmes qui, du jour au lendemain, ont commencé à se comporter comme s'ils étaient possédés, parlant d'une voix gutturale ou développant une aversion pour les symboles religieux. Encore une fois, si certains pourraient être tentés d'y voir de véritables manifestations du malin, il faut souligner qu'il n'existe aucun cas de possession diabolique hors de la culture chrétienne, comme il n'existe aucun cas de possession par des djinns hors de l'islam ou par des loas hors du vaudou. Dans ces cas précis, les psychologues, les sociologues et les anthropologues parleront plus volontiers d'un syndrome de possession magico-religieux. Ces possédés n'inventent pas consciemment leurs troubles, mais les somatisent ou les adoptent, s'il s'agit de comportements, en fonction de leurs croyances. Ces obédiences étant, dans les exemples cités,
liés directement à leur groupe culturel ou religieux. Dans cette perspective, il ne fait aucun doute que Swift Runner souffrait de la psychose du Wendigo. Le Wendigo, parfois prononcé Wintico ou Windigo, est un esprit malveillant qui menace de posséder les ermites et les solitaires. Le principe de l'isolement est au centre du mythe. Cette croyance est présente chez les Algonquins du Canada et du nord des États-Unis, principalement chez les Ojibwés Saulteaux et les Cris. On trouve également ce mythe chez les Inuits. La tradition parle d'un géant au cœur de glace qui, une fois en possession de son hôte, risque de le mener au meurtre et au cannibalisme. La famille et le peuple du possédé seront ses premières victimes, d'où la méfiance qu'il suscite. Le possédé conçoit alors un désir impossible à maîtriser de se livrer à des actes de cannibalisme. Dans les années 1920, un père oblat en mission dans une communauté crie à l'ouest de la baie James, J.E. Sandon, a été le premier à associer cet état mental à une psychonévrose, après avoir fait face à une autochtone persuadée d'être la victime d'un Wendigo. La psychose du Wendigo a été au centre d'une autre affaire judiciaire canadienne. En 1907, un procès s'est tenu dans la petite communauté de Norway House, au Manitoba. Les prévenus, les frères Jack et Joseph Fiddler, deux chasseurs de Wendigo de la communauté Ojibwé de Sandy Lake, dans le nord de l'Ontario, ont été accusés d'avoir assassiné une autochtone du nom de Waza Kapekwe. Les frères l'auraient étranglée avec une corde. En attendant le procès, plus d'une centaine de jours en détention, Jack, un chaman réputé, a réussi à fausser compagnie à ses geôliers pour s'enfuir dans la forêt. Le fugitif de 87 ans s'est suicidé le même jour. Le 7 octobre, Joseph a donc été conduit seul au tribunal pour faire face à la justice. Sa première déclaration a été empreinte d'une consternation. À quoi pouvait bien rimer ce procès, alors que son frère et lui n'avaient agi que pour le bien de leur communauté, en la libérant d'un Wendigo? Pendant des jours, des témoins sont venus raconter comment Jack et Joseph avaient étranglé la femme en lui passant une corde autour du cou. Pendant qu'il tirait de chaque côté, deux autres hommes lui immobilisaient les bras. La famille de la victime, présente au moment du drame, était d'accord avec cette exécution. Les témoins ont ajouté que Waza Kapekwe était délirante, qu'elle était étendue sur le dos, roulant la tête et bougeant les mains. Elle ne parlait pas, mais gémissait. Elle n'avait plus toute sa conscience et n'a pas cherché à se défendre. Pour ces témoins, tout comme pour l'accusé, il n'y avait pas eu crime puisqu'il s'agissait d'un sacrifice pour le bien de la communauté. Le juge ne s'est pas rangé à ses arguments. Il a condamné Joseph Fiddler à la peine capitale. Toutefois, en appel, un juge de deuxième instance a commué la sentence en une peine de prison à perpétuité. Selon le magistrat, les croyances de la communauté sur les dangers du Wendigo auraient dû être considérées. Joseph Fiddler a été transféré à la prison de Stony Mountain, au nord de Winnipeg, capitale du Manitoba. Il est décédé en 1909. 3 jours plus tôt, il avait été gracié par Sa Majesté le roi Édouard VII, selon l'expression consacrée, mais la nouvelle de ce pardon royal est arrivée trop tard à l'administration pénitentiaire. Si Swift Runner subissait son procès aujourd'hui, les psychologues évoqueraient certainement des circonstances atténuantes pour expliquer ses actes. Ses problèmes personnels, principalement l'alcoolisme, l'isolement, la faim et l'anxiété, dirait-il, l'auraient conduit aux portes de la folie. Le Wendigo serait devenu son dernier espoir pour s'affranchir de son inhumanité, pour justifier l'injustifiable.
Cela l'aurait-il rendu moins coupable? Non. Cela aurait-il rendu plus admissibles ces abominations? Non. Mais cela l'aurait certainement rendu moins monstrueux. Stephen King a écrit « Les monstres existent vraiment. Les fantômes aussi. Ils vivent en nous et parfois, ils gagnent. » Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.